Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes radios Métro News et LCI. Nous recevons aujourd'hui Gérard Collomb, bonjour. Bonjour. Sénateur, maire de Lyon. Vous êtes aussi l'un des fondateurs du pôle des réformateurs, l'aile réformiste du PS, qui essaye de peser face aux frondeurs qu'on avait beaucoup entendu ces derniers temps. On y reviendra avec Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News, et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. Mais d'abord, on va évoquer les élections départementales. Tout d'abord, le retour sur les résultats de dimanche. On évoquait une claque pour le PS. Elle a eu lieu, mais moins violente que prévu par les sondages. Alors du coup, les éléments de langage au Parti socialiste tendaient à dire que c'était presque une bonne nouvelle. Un score honorable, disait Manuel Valls. Mieux que résister, disait Jean-Christophe Cambadélis. Est-ce qu'on n'est pas dans le déni, là ? Je crois qu'on ne peut pas nier que l'on a perdu ces élections. Alors évidemment, on va résister dans un certain nombre de départements, peut-être mieux qu'on ne l'espérait. Moi, je vois par exemple dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, on a résisté dans un certain nombre de départements où on ne s'attendait pas à avoir ces résultats. Donc on va dire que c'est moins pire que ça aurait pu l'être à un moment donné. Mais perdu ces élections, vous dites quand même on a perdu ces élections. Vous êtes pas dans le... Voilà, vous reprenez pas les éléments de langage. Écoutez, lorsqu'on va perdre la moitié des départements, on ne peut pas dire que c'est un bon résultat. Alors, si vous voulez, pourquoi ce résultat ? Évidemment, d'abord, parce que ces résultats sont très liés aux problèmes économiques et sociaux que connaît notre pays. Donc ça, c'est la première problématique. Et puis, deuxièmement, parce que la gauche s'est présentée de manière extrêmement divisée. Et donc, si vous faites le total, voix PS, voix écologiste, voix front de gauche, vous apercevez que finalement, on n'est pas si loin d'un équilibre avec le bloc UMP-UDI. Mais évidemment, comme c'était la dispersion totale, vous avez une élimination dans un grand nombre de cantons. Donc, à partir de là, ça ne pouvait pas être bon. D'accord. Et donc vous dites effectivement on a perdu. Que pensez-vous justement de ce déni, du fait que Manuel Valls parle de score honorable ? Vous pensez que ça peut être de nature à même agacer les électeurs ? Vous pensez que c'est une erreur ? Non, je pense qu'il est dans son rôle. Il essaye de mobiliser jusqu'au dernier moment. Lorsque vous êtes candidat quelque part, même quand vous voyez que les choses ne sont pas bien parties, vous dites pas c'est la catastrophe et donc restez chez vous. Non, il faut que celles et ceux qui ont envie de faire confiance au PS malgré les difficultés actuelles, se mobilisent évidemment et qu'ils permettent qu'il y ait un certain nombre de départements de gauche qui puissent être dirigés par des majorités qui très souvent au niveau local ont fait d'excellentes choses. Mais on voit bien que c'est pas sur leur bilan local que ces majorités ont été jugées. Et je précise qu'on ne votait pas à Lyon, puis à cause de la métropole dimanche dernier. Et le deuxième enseignement de ce scrutin, c'est qu'on est passé dans le tripartisme en France. On est passé à l'ère du tripartisme. Qu'est-ce que ça change, selon vous ? Ça change tout. Ça change tout parce qu'évidemment, émerge une force qui est une force populiste d'extrême droite qui peut amener notre pays au bord du gouffre. Parce qu'on voit bien que ce qui se passe sur les élections cantonales peut se passer demain sur les élections présidentielles. Et donc, si on se trouve confronté avec le Front National au deuxième tour et l'un des deux partis républicains confrontés, qu'une partie de l'électorat de ceux qui n'ont pas été qualifiés pour le deuxième tour s'abstiennent, on pourrait demain avoir une France gouvernée par le Front National et ça évidemment ce serait une catastrophe. Alors justement, sur le Front National, on a plusieurs questions, plusieurs interrogations. D'abord, concernant le Front National et le Parti Socialiste, puisqu'on l'a entendu très vite dimanche soir, les consignes, c'est de se retirer lorsqu'il y a un duel possible entre l'UMP et le Front National. Sauf que, par exemple, dans l'Aisne, ça pose déjà des problèmes. Il y a un certain nombre de candidats socialistes qui vont vouloir, on va connaître le dépôt des listes en fin de journée, mais qui vont vouloir rester quand même en compétition. Est-ce que vous comprenez que certains candidats socialistes veuillent quand même être en triangulaire, ou est-ce que pour vous, il faut absolument faire barrage au Front National, c'est la priorité ? Moi, je pense que c'est effectivement la priorité que de faire barrage au Front National. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas considérer
que finalement il y a une égalité, que tout se vaut qu'entre des partis républicains. Moi j'entendais par exemple Jean-Christophe Lagarde au soir des élections dire que lui il appelait très clairement à se désister pour les candidats pas la position du de Nicolas PS, pour les Sarkozy candidats pour l'UMP. républicains. C'est pas la position de Nicolas Sarkozy, mais je pense qu'il a une très mauvaise position. Parce que ce type de position, si demain c'était lui qui était qualifié pour le deuxième tour d'une élection présidentielle, alors il pourrait effectivement se voir adresser le reproche que lorsqu'il fallait choisir, lui appelait à ne pas choisir. Ça veut dire quoi? Que le Parti socialiste pourrait lui je ne parle pas du Parti 2017? socialiste. Vous avez vu qu'aujourd'hui, les électeurs sont un peu mouvants. Je parle des femmes et des hommes qui se reconnaissent dans des valeurs de gauche et qui, à un moment donné, pourraient se dire, finalement, on s'est aperçu que Nicolas Sarkozy mettait sur le même plan les partis républicains et un parti comme le Front National. Aujourd'hui, nous faisons de même. Alors, concernant Manuel Valls, il a visiblement, dans sa stratégie avant le premier tour, décidé de mettre le Front National au centre du débat. Visiblement, ça n'a pas payé, puisque le Front National fait le même score et même améliore son score des européennes. Est-ce que c'est un échec de cette stratégie? En même temps, si vous voulez, je vous rappelle qu'on disait que le Front National allait être le premier parti de France. Apparemment, il ne l'a pas été. Et donc, oui, mais Manuel Valls n'a pas contenu sa poussée. Il n'a pas contenu sa poussée, il aurait peut-être pu faire plus. Je pense que la façon dont Manuel Valls a réalisé la campagne était plutôt positive. Il s'est engagé de manière très forte. On aurait pu faire campagne sur d'autres sujets. Moi, je pense qu'il aurait pu faire campagne sur ce qu'il réalise en matière de politique économique et sociale dans les temps qui viennent de s'écouler, parce qu'effectivement, il y a un tournant qui a été pris au Parti socialiste. Et moi, mon regret, c'est qu'on n'ait pas fait ça depuis le début du mandat présidentiel. Qu'il n'ait pas fait campagne sur les réformes qu'il avait réalisées, sur la loi Macron, mais qui avait divisé. Oui, qui avait divisé, mais en même temps, il faut suivre une ligne et essayer de la mener jusqu'au bout. Vous voyez, si l'on est toujours dans l'entre-deux, à mon avis, on ne convainc personne, ni d'un côté, ni d'un autre. Et est-ce que vous considérez que, toujours pour parler de Manuel Valls, il a eu raison, et François Hollande l'a confirmé, il a eu raison de dire avant le premier tour que quoi qu'il advienne des résultats, il resterait à Matignon? La politique qu'il met en œuvre, il la met depuis peu de temps et donc elle commence aujourd'hui à porter ses fruits. Donc je pense qu'il a raison de dire il faut continuer sur cette voie-là, continuer à aller de l'avant. Oui, mais enfin, quand il y a une élection, en général, ça peut plutôt favoriser la colère des électeurs. Si on leur dit à l'avance que quoi qu'ils votent, on ne changera rien. Il ne dit pas exactement cela. Il dit en même temps, donnez-moi du temps pour que la politique que je mène puisse produire des effets. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un petit frémissement qui se produit dans le pays, que pour discuter avec un certain nombre d'entrepreneurs dans ma région, je vois des signes plutôt positifs. Donc Manuel Valls se dit que la politique qu'il mène finira par payer dans les mois à venir. Et au jour d'aujourd'hui, son bilan de Premier ministre, pour vous, il est bon? En tout cas, moi, je me reconnais davantage, si vous voulez, dans cette ligne. Moi, je suis de ceux qui se reconnaissent dans le rapport gallois, dans le fait de dire qu'aujourd'hui, si notre pays connaît un certain nombre de difficultés, c'est parce que nos entreprises ont perdu en compétitivité par rapport à celles des autres pays, par rapport à l'Allemagne, par exemple. Et donc, il faut redresser cette compétitivité pour ensuite avoir un chômage qui diminue, pour ensuite permettre d'avoir des salaires qui augmentent et donc répondre aux attentes sociales de nos concitoyens. Pour moi, il n'y a jamais eu de différence entre l'économique et social. Je pense que les deux sont liés. En même temps, c'est ça qui a divisé, on peut dire, et qui a amené aussi à l'émiettement de la gauche lors de ces élections départementales. Cette ligne Valls qui n'est pas suivie, visiblement, par une partie du PS. Je pense effectivement, si vous voulez, qu'on aurait dû avoir des débats. Moi, c'est ce que j'ai dit depuis plusieurs années. Je suis assez conséquent dans la ligne que je suis. Oui. C'est pour cela peut-être que les Lyonnais me font confiance. Je pense qu'on aurait dû avoir ces débats lorsqu'on était dans l'opposition et qu'il y aurait dû avoir une ligne claire sur laquelle effectivement on aille au combat et ensuite avec une politique qui soit conforme avec la ligne annoncée pendant les élections.
Ces divisions à gauche dont vous parliez pour cette élection, ces élections départementales, on en mesure aujourd'hui l'ampleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, parce que dire le rassemblement comme ça a été le cas des dimanches soirs, visiblement, c'est pas suivi des faits sur le terrain. Donc, qu'est-ce que Jean-Christophe Cambadélis, par exemple, au Parti socialiste, et Manuel Valls doivent aujourd'hui faire? Je pense que les uns et les autres vont avoir à réfléchir au lendemain du second tour. On voit bien que la ligne, par exemple, qui avait été suivie par le Front de gauche, par les écologistes d'indépendance. Le rêve, c'était quoi? C'était de constituer un petit peu ce qui s'est passé en Grèce, et donc de faire qu'il y ait une alternative à la gauche du PS. On voit aujourd'hui que cela ne marche pas. Et donc, la conséquence de la ligne politique qui a été suivie au cours des derniers mois, c'est un effondrement des uns et des autres. Et donc, je pense qu'à partir de là, il y a une possibilité de se ressaisir et de préparer les prochaines élections ensemble. C'est eux qui portent la responsabilité pour vous? Vous disiez on a perdu, c'est qui alors? C'est tout le monde. Tous ceux qui, effectivement, n'arrivent pas à se regrouper. Vous savez, les choses sont relativement simples. Lorsque l'UMP et l'UDI sont désunis, ils perdent. Lorsque l'ensemble de la gauche s'émiette, elle perd. Et donc, à partir de là, est-ce qu'on en tire ou pas les conséquences? Si les gens n'ont pas envie d'en tirer les conséquences, ils perdront les prochaines élections. Et lorsqu'ils voudront regagner, c'est lorsque l'union sera rétablie entre les différents partis. Est-ce que c'est un message que vous adressez à votre amie Cécile Duflot pour lui demander de ne pas se présenter à la présidentielle en 2017, par exemple? S'il y a un émiettement au premier tour des présidentielles, il est clair, on voit bien aujourd'hui que les choses entre les partis républicains se jouent avec une marge relativement faible. Il est clair qu'elle qualifiera à ce moment-là, si c'est Nicolas Sarkozy pour le deuxième tour. Et donc la gauche n'aura pas de capacité à gagner ces élections présidentielles. Mais on voit bien là aujourd'hui, effectivement, il y a... Alors vous dites qu'il faut se rassembler, en même temps, sur quelle ligne? Et alors dans la perspective d'un éventuel remaniement, on ne connaît pas son ampleur après le deuxième tour de ces élections, il y a la tentation de François Hollande qui est de rassembler, d'élargir, peut-être de réélargir la majorité en vue de 2017. Celle de Manuel Valls qui est de rester cohérent avec une majorité plus resserrée. Vous êtes quoi là? Vous plutôt Valls ou Hollande? Mais je pense que les deux ne sont pas contradictoires. Ah bon? On peut effectivement rester sur la ligne politique si au cours des mois prochains, les résultats économiques que l'on voit aujourd'hui plutôt s'améliorer, connaissent une embellie. À ce moment-là, on s'apercevra que sur cette ligne, on peut rassembler un certain nombre de gens, quitte effectivement à infléchir sur tel ou tel point. Jusqu'où infléchir? C'est quoi sur tel ou tel point? Je ne sais pas, par exemple, pour les écologistes, sur la transition énergétique, je pense qu'il peut y avoir des opportunités de rassemblement. Moi, je suis de ceux, par exemple, qui pensent que économie et écologie, c'est pas contradictoire. Et même qu'une des bases de l'économie de demain, ce sont les grands défis énergétiques, climatiques qui se posent à la planète. Et donc, il y a la possibilité de réunir à la fois ceux qui ont le souci de l'économie et puis ceux qui pensent à l'écologie, et qu'on doit pouvoir organiser cette grande réunion. Là, vous évoquez effectivement les écologistes, mais on vous a connu avec des mots assez sévères à l'égard des frondeurs, par exemple du Parti socialiste. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire des frondeurs? Est-ce qu'il faut les intégrer, leur ouvrir la porte du gouvernement, ce qui est quand même une forme de reconnaissance de leur fronde finalement, ou au contraire, les marginaliser au bord du Parti socialiste? Vous m'avez rarement entendu, à titre personnel, être sévère sur leur ligne politique, en tout cas. Passer mon temps à critiquer les frondeurs. Non, ce que nous affirmons, nous, c'est une ligne politique. C'est celle qui nous fait réussir dans les grandes villes de province. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des gens de gauche qui sont installés au pouvoir, qui font bouger leur ville, qui les font aller de l'avant. Et donc, cette ligne-là, c'est à la fois une ligne qui réussit sur le plan économique et qui, en même temps, est plus juste socialement, avec des agglomérations qui changent, donc qui se rééquilibrent.
Est-ce qu'on ne peut pas mener cette ligne-là au niveau national? Moi, je pense que si. D'accord, donc vous pensez que c'est possible, parce qu'on se souvient qu'on avait quand même entendu des voix très divergentes aussi à une époque au sein du gouvernement, hein, on se souvient d'Arnaud Montebourg, donc vous pensez qu'il faut malgré tout réélargir, quitte à faire revenir des voix, alors pas Arnaud Montebourg, hein, mais des voix de frondeurs dans le gouvernement? Vous voyez, Arnaud Montebourg, il a trouvé sa voie sur l'économie, donc oui, rien ne permet de désespérer. Christophe Joly. Vous avez vu François Hollande la semaine dernière, vous allez le revoir cette semaine ou la semaine prochaine? Écoutez, je ne sais pas, non, nous voulions faire le point, et pour moi, je voulais faire le point justement sur la problématique économique des prochains mois, en lui disant qu'aujourd'hui, la baisse des dotations de l'État pour les collectivités locales pouvait produire un effet extrêmement contre-productif. Comme vous le savez, je préside l'association des communautés urbaines de France. On s'est réunis avec l'association des maires des grandes villes et on regardait un peu ce que ça allait donner dans nos budgets d'investissement. Et on voyait tous que si l'on continuait dans cette voie, nous allions être obligés de faire des coupes d'à peu près 30% dans les budgets d'investissement. Un certain nombre d'économistes disent que c'est 0,6 à 0,7 points de PIB qui pourrait être remise en cause. Donc je lui faisais part de cet état de choses de manière à ce qu'il infléchisse sa ligne. J'espère effectivement. Et quel accueil est-il réservé alors à vos propos? Comment? Quel accueil est-il réservé à vos propos? Vous savez, le président ne vous dit jamais je vais faire cela et tu as tout à fait raison. Plutôt, il peut vous dire que vous avez raison et vous pensez qu'il est un peu plus dubitatif. Mais c'est vraiment quelque chose que je répète. Vous avez raison et faire le contraire après. Ça arrive avec François Hollande. Non, mais en tout cas, vous savez qu'il n'est jamais sur des lignes qui clivent totalement avec ses interlocuteurs. Mais je pense que là, il comprend que nous sommes à un moment donné critiques de la croissance dans notre pays. On peut tomber du bon côté ou du mauvais côté. Moi, j'aimerais mieux, évidemment, dans l'intérêt de notre pays, que l'on puisse tomber du bon côté. Oui, enfin, en même temps, vous dites, il essaye de ne pas cliver, hein, voilà, avec ses interlocuteurs. En même temps, du coup, on est arrivé parfois à des positions assez indéfinies, assez floues. Hein. Vous parliez des promesses de la campagne électorale et qu'il aurait fallu avoir des débats avant la campagne pour avoir une ligne claire après. Est-ce que quand même François Hollande n'a pas une responsabilité justement dans le flou et la déception qu'il peut y avoir aujourd'hui et donc le résultat de ces élections? Moi, je ne veux pas juger les hommes. Je vous ai dit ce que je pensais tout à l'heure. Je vous ai dit qu'un certain nombre de débats, nous aurions dû les trancher 2 ou 3 ans avant qu'on arrive au pouvoir. Mais vous savez, je regarde ce qui se passe du côté de l'UMP, par exemple, parti d'opposition. Je vois que le travail aujourd'hui ne se fait pas sur le fond. Et c'est ça le problème aujourd'hui des 2 grands partis républicains. C'est peut-être pour cela qu'ils connaissent un certain nombre de difficultés. C'est de ne pas essayer d'adapter leur pensée à la réalité du monde contemporain et donc de proposer des solutions qui sont en adéquation avec le mouvement de notre réalité socio-économique du monde dans lequel nous vivons. Oui, mais ça, c'est bien des responsabilités qui sont celles de... Je me souviens que vous aviez dit effectivement que lorsque vous aviez vu le programme présidentiel du PS, en 2011, hein, n'est-ce pas, il n'y avait que vous, Emmanuel Valls, qui l'aviez jugé irréaliste. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on avait dit, regardez la situation de la France, avec le niveau de la dette publique, on ne peut pas promettre qu'on fera tout. Et moi, je pense qu'il faut dire la vérité aux électeurs, à nos concitoyens, qu'il faut leur dire quelle est la situation de la France, quelles en sont les difficultés, qu'ils sont capables de comprendre ce qu'on leur dit et que les langages de vérité finissent toujours par payer. Alors, je dirais que vous êtes quand même plutôt Valls que Hollande. Oui, enfin, j'essaye d'avoir ma propre pensée. Votre propre pensée. Alors justement, lors de ce rendez-vous avec François Hollande, est-ce que vous avez évoqué la possibilité de votre entrée au gouvernement ? Pas du tout. Vous savez, moi, je suis aujourd'hui sur la construction de la métropole de Lyon. C'est quelque chose qui prend à temps complet. Vous voyez, c'est une des grandes réformes, je crois, administratives qu'on ait faites dans notre pays. Nous sommes finalement la seule métropole qui change en profondeur. On voit bien que les autres, ce sont des communautés urbaines un peu améliorées, que ce qui se passait à Marseille et à Aix, qui aurait pu permettre de construire effectivement une grande agglomération,
se fait avec difficulté et que pour l'Île-de-France, le Grand Paris qui va se réaliser est loin d'être ce qui convient à l'Île-de-France. Je regardais par exemple l'interview qu'avait fait dans les Échos la semaine dernière le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Île-de-France qui disait voilà, à Paris on n'ose pas aller de l'avant, regardez ce qui se passe à Lyon. Ça veut dire que pour les prochains mois, les mois qui viennent, vous allez vous concentrer sur Lyon, la région, peut-être aussi la régionale, et que pour l'instant, votre entrée au gouvernement ne vous paraît pas d'actualité. Pour l'instant, je travaille sur la métropole de Lyon et c'est un travail de tous les jours. Mais pourtant, votre discours est de portée nationale, donc ce n'est pas incohérent à un moment donné de le voir appliquer au niveau national au sein d'un gouvernement. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais vous savez, il y a beaucoup de personnalités qui peuvent appliquer ce discours. On ne manque pas de talent dans notre pays. Ce qui compte, c'est effectivement la volonté, la conviction, la force d'aller de l'avant. Voilà, à mon avis, c'est cela l'essentiel. Après, dans un gouvernement ou à l'extérieur sont importantes, oui, dans un gouvernement ou à l'extérieur. Moi, je pense, si vous voulez, que j'ai plus fait, par exemple, pour réformer le pays avec ce que nous avons réalisé sur la réforme des collectivités locales que quelques ministres qui ont exercé temporairement le pouvoir. D'ailleurs, quoi ? À qui ? Non, je pense à personne. Vous savez, on se disait avec quelques amis il y a quelque temps, on pensait par exemple aux ministres qui étaient là sous Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on se rappelait les noms ? Oui, enfin, pas forcément. Vous parlez des ministres qui ont réalisé les réformes territoriales. Il y a eu quand même beaucoup de critiques concernant ces élections départementales. On a beaucoup reproché quand même au gouvernement de ne pas avoir tranché sur les compétences des départements, d'avoir soufflé le chaud et le froid sur le devenir des départements. Est-ce que finalement cette affaire de la réforme territoriale n'a pas été très mal gérée par le gouvernement ? Je pense qu'on aurait pu être plus clair sur ce que l'on voulait faire. Pour moi, il me semble, si vous voulez, qu'il y a une réalité de notre pays, vous qui êtes donc dans les radios locales, vous la savez, qui est très diversifiée. On ne peut plus aujourd'hui faire une réforme administrative qui s'applique sur le territoire. Vous voyez, par exemple, pour ce qui concerne le département, il y a un certain nombre de départements ruraux où ce sont les départements qui tiennent le territoire. S'ils n'étaient pas là, il n'y aurait plus rien. Le pays se dissoudrait. En Île-de-France ou bien par exemple sur l'agglomération lyonnaise. Évidemment que cela n'a pas la même importance. Donc, essayer de faire une réforme qui se déclinerait suivant les territoires, à mon avis, c'est comme cela qu'il faut procéder. C'est pas ce qui a été fait pourtant. C'est pas ce qui a été fait, mais malgré tout, on voit bien qu'émergent un certain nombre de grandes régions, qu'émergent un certain nombre de métropoles, que malgré les difficultés et les allers-retours, eh bien, émerge quand même une nouvelle carte de l'administration française. Et alors pour finir, pardon, vous parliez justement de ministres qui ne laissent pas forcément une trace importante. Hein. François Hollande parlait de ministres faibles. Justement, là, vous trouvez qu'il y a des ministres faibles en ce moment ? Je n'ai jamais entendu François Hollande dans une interview, qui est le Premier ministre fort, de ministres faibles. Je lui laisse les mots. C'est lui qui connaît le mieux ces ministres. En tout cas, vous n'êtes pas candidat. Vous n'êtes pas candidat du tout. Mais écoutez, je vous dis, je suis en train de construire la métropole de Lyon. D'accord. Et à mon avis, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Nous avions récemment une enquête sur les grandes villes européennes. L'agglomération lyonnaise, la métropole de Lyon maintenant, était la 6e ville pour le développement du tertiaire, la 6e ville européenne. C'est-à-dire que nous sommes arrivés au niveau des grandes villes comme Barcelone, Milan, Manchester, etc. Évidemment que cela compte dans le pays. Et si on fait émerger un certain nombre de grandes villes françaises, on tirera la croissance de tout le pays vers le haut. Christophe Joly, on continue... avec Gérard Collomb, l'invité du rendez-vous politique des Indes Radio, Métro News et LCI. Vous avez évoqué tout à l'heure un frémissement au niveau des entreprises et récemment vous avez dit qu'il fallait leur donner plus de visibilité. Vous entendez quoi par là, concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire donner plus de visibilité aux entreprises ? Moi je pense qu'aujourd'hui, si on veut aller de l'avant, il faut que l'on soit dans une économie mixte où il y a une articulation très forte entre l'État et les entreprises. Vous voyez, c'est cela qui fait notre réussite au niveau local. Parce qu'on est plus assez de partenariat près. public-privé, par exemple, sur certains chantiers ?
c'est pas les PPP au sens traditionnel Parce que pour l'instant, du ça n'a terme. pas toujours bien fonctionné. Non. Je parle pas du tout de PPP. Je parle d'attention plus grande portée au tissu économique. Faire en sorte, ce qu'on fait au niveau local, de faire attention à ce que puissent émerger des startups, faire attention qu'on puisse créer des ETI, faire attention évidemment, mais cela se fait que nos grands groupes se développent à l'international, mais que du coup, ils n'oublient pas la France, qui est leur pays d'origine, mais qui aujourd'hui, en fonction de la réalité économique, pourrait sortir du champ de leurs préoccupations. Pour cela, on regarde par exemple quelle est la condition, quelle est la compétitivité des entreprises françaises et des autres entreprises européennes, et on s'aperçoit qu'au cours des dernières années, le taux de marge des entreprises était parmi les plus bas d'Europe. Donc, du coup, elles n'investissent pas, et comme elles n'investissent pas, elles prennent encore plus de retard en matière de compétitivité, et c'est comme cela que s'amorce le déclin de notre pays. Je veux dire, des gens comme Patrick Artus ont écrit des livres sur la France en panne de ces industries qui méritent d'être lus et qui méritent surtout d'être suivis dans les faits. Donc votre message, c'est l'État ou les collectivités locales sont derrière les entreprises ? C'est un peu en substance... Oui, sont derrière les entreprises et travaillent ensemble. Vous voyez, nous, on a monté un groupe avec l'ensemble des représentants du monde entrepreneurial qui s'appelle Grand Lyon, l'esprit d'entreprise, où on définit des stratégies. On se dit, par exemple, on veut se développer dans les sciences du vivant, on veut se développer dans la chimie-environnement, on veut se développer dans le numérique. On construit des stratégies partenariales et ensuite, on y va ensemble et c'est cela qui paie. Je crois qu'il faut faire ça au niveau de notre pays. D'accord, donc ça reste à faire. Justement, là, il reste 2 ans, on va dire, d'ici la fin du mandat. Alors, il y a des réformes économiques prioritaires, parce qu'on a l'impression que les réformes économiques, c'est un peu terminé, là. Après la loi Macron, on a l'impression que... Je pense que ça serait une erreur que de ne pas continuer à aller de l'avant. Vous savez, je pense que pour pouvoir gagner une élection, il ne faut pas trop s'en préoccuper. En tout cas, moi, ça a toujours été ce que j'ai fait à Lyon. Si les gens pensent que la seule chose qui vous guide, c'est d'être réélu, eh bien, ils ne votent pas pour vous, parce que pour eux, ce qui compte, c'est évidemment leur propre avenir, et leur propre avenir, évidemment, c'est l'avenir de la France. D'accord, c'est un message à François Hollande, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas la stratégie. On a l'impression que la stratégie, c'est 2017, il faut rassembler et qu'on arrête finalement les réformes. Je l'ai dit au président de la République. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il m'a dit qu'il n'allait pas arrêter les réformes. Et qu'il était d'accord avec moi parce que je lui ai dit, j'entends dire dans un certain nombre de médias que tu vas arrêter les réformes pour permettre de rassembler. Je lui ai dit, si c'était ça ta ligne politique, je pense que cela ne serait pas pertinent. Et donc il m'a dit, oui, je pense aussi, et donc je pense qu'il va continuer dans la voie sur laquelle il a avancé au cours des derniers mois. Continuer, c'est-à-dire réformer le marché du travail. Par exemple allonger la... Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, vous parlez du marché du travail. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une séparation de la France entre insider et outsider. Et que pour beaucoup de gens, rentrer sur le marché du travail, c'est extrêmement compliqué. Mais ça, on sait que c'est dur, c'est dur. Il y a quand vous regardez, c'est dur. Il y a des professions qui sont quand même relativement protégées. François Hollande, vous pensez qu'il a l'intention de faire ça ? Il vous a dit qu'il avait l'intention de réformer d'aller sur cette réforme, par exemple ? Faire en sorte que l'on puisse permettre aux jeunes de rentrer mieux sur le marché du travail, ça me semblerait quelque chose de tout à fait positif. François Rebsamen a esquissé un certain nombre de lignes directrices. Je pense qu'il faut y aller. Moi, je vois dans un certain nombre de quartiers populaires, quand vous voyez que le taux de chômage est de 20%, que chez les jeunes, il est de 30 à 40%, on se demande ensuite pourquoi la France se décompose. Non, la situation est grave et donc il faut aller vers des réformes profondes et les assumer. D'accord, donc pour qu'on ait bien compris, François Hollande, lors de ce fameux entretien, vous allez s'entendre, vous a dit clairement qu'il allait continuer donc ces réformes, notamment économiques, et vous le croyez ? Je l'espère, en tout cas. Oui, vous l'espérez. D'accord. Parce que cela me semble nécessaire pour le pays. Vous voyez, on est 2 ans avant les élections. Si 2 ans avant les élections, chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on ne fait plus rien, et que quand l'élection présidentielle est terminée, comme on n'a pas pensé à ce qu'on allait faire, pendant 2 ans, on ne fait rien,
le temps utile dans un quinquennat devient extrêmement limité. On a bien compris. Donc, on ne question. pourra pas réformer notre pays et lui permettre de se repositionner, de retrouver une place si effectivement on ne change pas de modèle. Est-ce que vous n'êtes quand même pas un peu déçu parce que, bon, certes, vous évoquez les réformes qui ont été faites. Je ne suis jamais déçu, toujours enthousiaste. La réforme Macron, par exemple, qui a été tellement vantée par le gouvernement, quand on la regarde de très près, augmenter à 12 dimanches par mois au lieu de 5, c'est quand même pas révolutionnaire. Est-ce que, pour vous, le gouvernement va jusqu'au bout de ces réformes d'envergure que vous souhaitez? On a l'impression que c'est quand même des demi-mesures pour l'instant. On va dire que Macron a au moins eu le mérite de faire bouger un certain nombre de lignes. Alors, c'est peut-être pas la grande réforme, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pour considérer qu'il n'y a pas de grande réforme, que c'est une série de points qu'il faut effectivement faire bouger pour changer notre société, qu'il faut toucher à la fois un peu à la fiscalité, faire que, par exemple, pour les innovateurs, les start-up, elles soient plus favorables. Il faut en même temps faire de la réforme territoriale. Il faut en même temps faire de la réforme du travail. Voilà, c'est en faisant bouger tous les points que l'on constitue une ligne. Alors, il y a un an, vous disiez François Hollande est au pied du mur. Aujourd'hui, vous dites quoi ? Il a bien vu qu'il était au pied du mur. C'est peut-être pour cela qu'à un moment donné, il a infléchi la politique qu'il menait. Alors, il est où, là, par rapport au mur depuis, on est dans une situation qui est compliquée, mais moi, je considère encore que rien n'est perdu. D'accord, vous êtes moins dur qu'il y a un an après les élections européennes, quand même. On a l'impression que là, vous avez un peu fait évoluer votre point de vue, vous êtes plus confiant. À dire ce que je dis. Oui, la ligne politique me semble aujourd'hui plus claire et toutes les paroles publiques en particulier vont dans le sens que je souhaite. Donc c'est vrai que je suis moins véhément que lorsque je pensais qu'on était dans la direction contraire à la ligne qu'il me semble qu'il faut qu'on suive pour l'avenir de notre pays. On va revenir sur quelques-unes de vos propositions, mais d'abord, vous avez rédigé une contribution donc des réformateurs en vue du prochain congrès du PS en juin. Vous allez aller jusqu'au bout ou vous êtes prêt à fusionner avec la motion du premier secrétaire et à quelles conditions ? Tout dépendra effectivement de ce que propose le premier secrétaire. Si c'est pour faire la grande motion de synthèse où on ne dit rien, ce qui est une des grandes traditions du PS qui nous a amenés dans les difficultés qu'on évoque aujourd'hui, alors nous n'en serons pas. Si effectivement, au contraire, on essaye de clarifier les choses et de proposer aux Français une ligne qui soit bien définie, alors effectivement, nous en serons. Votre contribution est décrite comme celle de ceux qui connaissent le terrain. Est-ce que ça veut dire que la rue de Solferino ne le connaît pas nécessairement ? Je pense que dans tous les partis politiques aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont effectivement des apparatchiks sans connaissance du terrain. Et donc qui prennent un certain nombre de décisions sans savoir ce que cela va provoquer sur le terrain de manière concrète. Moi, vous voyez, lorsque je vois un projet de loi, je me dis « Ah ça va donner tel effet sur ma collectivité, ça va donner tel effet pour les habitants. » Oui, nous on articule à la fois la théorie, si vous me permettez, et puis en même temps la pratique. Vous n'êtes pas assez entendu par Paris ? Je pense que si on écoutait davantage les élus locaux, les choses marcheraient mieux au niveau national. Donc ça veut dire que concrètement, pour ce congrès du Parti socialiste, finalement, vous n'êtes pas trop inquiet et que vous pensez qu'il y aura sans doute une contribution, en tout cas une motion suffisamment large autour de Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis, qui pourra gagner ce congrès. J'espère que les gens n'ont pas forcément des tentations suicidaires. Si on veut s'autodétruire, évidemment, tout est facile. C'est plus difficile de rassembler et de construire, mais c'est évidemment totalement impérieux. Donc ça veut dire que vous allez faire quand même campagne pour ce congrès et pour motiver en quelque sorte une grande motion majoritaire. On verra ce qui se passe. Ce n'est pas moi qui décide en l'instant. Ce sont effectivement le premier secrétaire, le président de la République, le Premier ministre qui doivent dire eux aussi ce qu'ils veulent. En
tirant les leçons de ce qui vient de se passer depuis 3 ans. D'accord, donc c'est en fonction d'eux que vous verrez si vous allez jusqu'au bout ou pas. Et il y a des points sur lesquels qui vous paraissent des points de négociation importants éventuellement pour allier cette motion, des choses auxquelles vous tenez particulièrement. Nous nous battons sur le fond. Si nous nous reconnaissons dans la stratégie que je viens de définir, effectivement, nous irons dans une motion de synthèse. Si nous pensions qu'au contraire, on s'éloigne de cette liste, alors nous proposerions notre propre motion. Faites confiance motion. à Jean-Christophe Cambadélis pour mener cette tâche à bien. Est-ce que c'est un bon premier secrétaire? C'est quelqu'un qui connaît le parti, mais qui en même temps a une vision, je crois, plutôt réaliste de la société. Moi, je me C'est pas un souviens... apparatchik, alors. Il ne fait pas partie des gens dont Je vous me parlez tout à souviens l'heure, qu'il qui se connaissent pas le terrain. reconnaissait à un moment donné dans le socialisme de la production qui avait pu être évoqué dans les lignes qui étaient une ligne moderniste du parti. Je pense qu'il peut effectivement souscrire aux propos que nous tenons et à la ligne que nous défendons. Christophe Joly. Vous avez récemment évoqué dans une interview aux Échos la nécessité d'un gigantesque effort pour parvenir à recréer de la mixité sociale. Gigantesque en quoi? Dans quelle proportion? Avec quels objectifs selon vous? Vous avez un chiffrage, vous avez... Si on me demandait quelle est la priorité sociale dans notre pays, je dirais que c'est effectivement de mettre cette priorité sur les quartiers et sur la rénovation et les quartiers populaires, sur la déghettoisation, ce qui demande de mener des opérations de rénovation urbaine extrêmement importantes. Vous voyez, le plan pour les banlieues, les plans de rénovation urbaine, le plan ANRU, c'est 5 milliards d'euros. Et je vois un certain nombre de mesures qui ont été prises récemment sur le service civique, sur des dotations à un certain nombre de collectivités. On arrive à 2 ou 3 milliards. Je me dis, mettons le paquet sur les banlieues. C'est ça qui est fondamental. Combien, selon vous? Et en particulier... C'est l'équivalent d'un plan Marshall, comme on l'a entendu parfois? Moi, je pense qu'il faudrait se retrouver à ce qui a été fait d'ailleurs il y a quelques années, mais qui doit être poursuivi aujourd'hui, parce que nous sommes très largement au milieu du gué, que c'est sans doute 10 milliards qu'il faudrait sur les prochaines années. Et en particulier, si vous voulez, pour mettre le paquet là où c'est nécessaire. Sur la rénovation urbaine, vous l'avez dit. Sur la rénovation urbaine. Sur un certain nombre de zones. Quelles sont les zones en difficulté? Ce sont les zones des grandes villes. C'est d'abord l'Île-de-France. Mais pour qu'en Île-de-France, ces plans puissent marcher, il faut faire effectivement un aménagement du territoire avec la construction d'un Grand Paris. Ce qui ne marche pas aujourd'hui dans l'Île-de-France, c'est la multiplication des niveaux de décision. Vous avez la commune, vous avez l'intercommunalité toute petite, juxtaposée, intercommunalité très riche avec intercommunalité très pauvre. Vous avez le département, vous avez la région, vous avez éventuellement la ville de Paris, vous avez les ministères. Cela ne marche pas. Il faut mener de pair à la fois la réforme institutionnelle et puis en même temps mettre davantage d'argent pour faire en sorte que la mixité sociale revienne dans l'Île-de-France. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des principaux drames de notre pays qui se constitue dans l'Île-de-France. Je regarde ce qui se passe dans l'agglomération lyonnaise. Je vois que les choses évoluent. Nous n'avons pas certes tout terminé des problèmes que nous connaissions, mais aujourd'hui, des villes comme Vaux-en-Velin, par exemple, évoluent, me semble-t-il, dans le bon sens. Des quartiers comme Lapardieu à Lyon, comme La Duchère à Lyon, évoluent dans le bon sens. Nous faisons de la mixité sociale. Il le faut dans notre pays, ou bien nous connaîtrons des drames. Christophe. Justement, à la Duchère, une mosquée est en construction. Se posait récemment le problème du financement. Vous avez évoqué la loi de 1905, qui interdit à l'État évidemment de financer les lieux de culte. Vous dites que personne n'ose s'attaquer à ce problème, sauf vous peut-être? Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que s'il y avait une possibilité d'intervention de la puissance publique dans la construction de mosquées, il y aurait en même temps une possibilité de contrôle. Et ce qui, aujourd'hui, crée problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de contrôle. Et donc, on va dire, dans les mosquées, n'importe quel groupe aujourd'hui peut s'introduire, prendre le contrôle d'une mosquée et diffuser des idéologies qui sont évidemment Ça veut dire que la loi de 1905 est obsolète, hein?
Ça veut dire que sur certains points, il faut sans doute qu'il y ait une meilleure organisation du culte musulman, qu'il y ait une capacité d'intervention de la puissance publique. J'ai vu par exemple que Manuel Valls s'était prononcé pour la formation d'imams qui soient des imams de la République. Ça me semble quelque chose d'important, parce que si on ne s'occupe pas de la religion, alors la religion, dans ses tendances les plus extrémistes, peut s'occuper de Frédéric Delpech. Alors justement, à ce propos, il y a un débat qu'a lancé Nicolas Sarkozy et qui vous concerne, puisque vous êtes maire d'une grande ville de France, à savoir le président de l'UMP a réaffirmé sa position aujourd'hui en faveur d'une interdiction des menus de substitution dans les cantines scolaires, autrement dit les menus halal, pour parler clair. Est-ce que vous... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas les menus halal. Nous, on n'a pas de menu halal, mais par contre, on a un repas de substitution où vous mettez donc des protéines, des œufs, du poisson à la place des menus où vous mettez de la viande de porc. Ça me semble du respect. Faut pas confondre la lutte contre l'extrémisme et le fanatisme et le non-respect de la religion musulmane. Moi, je suis dans une ville. Alors, votre point de vue, c'est quoi alors justement ? Moi, je suis dans une ville où effectivement les communautés religieuses sont nombreuses et s'entendent très bien. Nous avons formé avec l'ensemble des responsables des religions un groupe qui s'appelle Concorde et Solidarité pour essayer justement de réunir, de faire converger. Et nous, notre conception de la laïcité, c'est celle d'Aristide Briand quand il rapportait la loi où il disait c'est l'égal respect de toutes les religions. Ça veut dire qu'il faut garder des menus de substitution dans les cantines scolaires. Oui. Nous en avons depuis 10 ans. Personne n'y voit aujourd'hui de problème. Et pourquoi Nicolas Sarkozy a mis ça sur le tapis alors ? À mon avis, c'est une erreur profonde. Gérard Collomb, invité du rendez-vous politique des Indes Radio Métro News et LCI. Il nous reste 10 minutes d'émission. Avant de passer aux questions des radios, peut-être un mot sur la question de la pollution. D'ailleurs, à ce sujet, question du bon élève, rubrique de l'émission. À combien roule-t-on sur le périphérique à Lyon et pourquoi ? Aujourd'hui ? Ouais. Aujourd'hui à 70, puisque on a limité... à cause justement des problèmes de pollution. Aujourd'hui, même si on était loin. Au jour d'aujourd'hui, oui, parce que... Au jour d'aujourd'hui, non, au cours des derniers jours de pollution. Si vous voulez, parce que normalement c'est 90, justement, c'est une question des questions que se voulez, posent les Lyonnais, pourquoi ne pas limiter on a établi à un 70 code avec la préfecture, des mesures qui s'appliquent immédiatement en cas de pic de pollution. Donc de manière automatique, sur l'ensemble du réseau urbain, qui est géré par des panneaux, par des radars, etc., vous êtes obligé de rouler à 70 et quand de il y a de la réduire votre pollution, vitesse pas d'habitude. dès qu'il y a une alerte à la pollution. Christophe Joly. Comment avez-vous jugé les bisbilles entre Ségolène Royal et Anne Hidalgo en fin de semaine dernière sur la circulation alternée à Paris, justement ? Je pense qu'il faut aller vers les mesures de fond, pas simplement sur des mesures ponctuelles. On voit bien que le problème de la pollution, c'est un problème qui dépassait même l'Île-de-France, puisque vous aviez un certain nombre de régions sans ville qui étaient aussi victimes de la pollution. Il y avait un certain nombre de phénomènes. Vous aviez d'abord tous les amis des pays de l'Est qui ont encore des centrales au charbon. C'est le cas de la Pologne, mais c'est le cas de l'Allemagne. Évidemment, la pollution qui est réalisée par ces centrales-là est extrêmement forte, suivant que vous avez l'anticyclone. Mais vous aviez l'ensemble des pollutions de type agricole. Nous sommes en période d'épandage avec de l'azote, et évidemment que vous avez les problèmes de circulation, mais cela se résout sur le fond en développant les transports en commun. Mais que les politiques ne se mettent pas d'accord sur des décisions aussi importantes, aussi concernantes pour les Français, ça renvoie quand même une image assez négative. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais alors, vous dites finalement c'est du long terme. Quelque part, la demande de circulation alternée qui a été faite par Anne Hidalgo, refusée par Ségolène Royal, qui était contre l'écologie punitive, pour vous, c'est pas la bonne solution, si on comprend bien. Écoutez, moi, je suis donc maire de Lyon et président de la métropole de Lyon. Il y a aussi des problèmes de pollution. J'aimerais pas que les autres viennent commenter ce qui se réalise. Donc, je les laisse à traiter des problèmes que je connais forcément moins bien qu'eux. D'accord, mais la question, c'est est-ce que ça doit se gérer plutôt au niveau des villes ? Est-ce que c'est les villes qui doivent pouvoir avoir l'initiative ou est-ce que c'est l'État ?
Parce que là, il y a bien À mon avis, il faut que les grandes métropoles, mais là, c'est plutôt l'Île-de-France, c'est pas simplement sur Paris que se pose le problème. Il faudrait déjà le Grand Paris, mais c'est un problème l'Île-de-France. Il faut que ça soit géré au bon niveau. Vous auriez pu décider de la circulation alternée la veille pour le lendemain, à l'image de ce que voulait Anne Hidalgo ? Non, c'est pas possible. On aurait pu, par un accord avec le préfet. Chaque fois, il y a la nécessité d'accord entre l'autorité d'État et l'autorité métropolitaine. Mais vous, ça ne vous aurait pas posé problème de dire aux Lyonnais, les voitures paires restent au garage le lendemain ? Écoutez, nous, on n'a jamais pris une telle mesure. Donc, j'essaye plutôt d'appeler sur Lyon à ce que l'État, par exemple, nous fasse un grand contournement de Lyon plutôt que de passer par le tunnel de Fourvière. Alors, on a commencé à évoquer justement la situation à Lyon. Avec les questions des radios, on va continuer avec celle de Radio Scoop posée par Cécile Boucharla, qui concerne d'ailleurs la ville de Lyon et la création de la métropole de Lyon. Bonjour Gérard Collomb, 3 mois bientôt que la métropole de Lyon est en place. Hier, des agents ont encore débrayé. On voit que la création de la structure ne va pas sans quelques heures. Mais moi, je voulais me placer du côté des usagers. Je pense notamment à la question du handicap, à la gestion des collèges. La métropole bénéficie de l'expertise des agents venus du département, mais tout de même, ce sont des métiers, des domaines complètement nouveaux. Alors, question, comment vous suivez tout cela pour que tout se passe bien, pour que la transition se fasse bien ? Nous avons réalisé quelque chose qui est unique en France. Essayer de réunir les compétences de ce qui était une communauté urbaine et d'un conseil général. Comme vous le savez, les compétences de la communauté urbaine, c'était les grandes compétences économiques, les grandes compétences d'aménagement urbain et les compétences du conseil général, comme vous venez de l'indiquer, ce sont les compétences sociales. Réunir les deux ensemble, ça nous semble avoir du sens. Pourquoi ? Je prends un exemple. Le Conseil général gère le RSA. Nous créons de l'emploi, mais c'était le Conseil général qui essayait de faire en sorte qu'il y ait des politiques d'insertion vers l'emploi. Gérer les deux en même temps, évidemment que cela a du sens et je pourrais multiplier les exemples. D'accord, même s'il y a quelques grèves en ce moment et que ça pose quelques oui, mais les grèves, je peux en dire, si vous voulez, 2 mots. Lorsque nous réunissons, les agents voudraient, ce que je comprends bien à titre personnel, réunir le meilleur des avantages d'une collectivité et de l'autre. Cela coûterait 29 millions d'euros, c'est-à-dire 5 points d'impôt. Évidemment qu'on ne va pas augmenter les impôts de 5%. Alors, autre question sur un enjeu local, mais qui concerne l'ensemble de la région Rhône-Alpes, avec Jérôme Jarny d'Active Radio à Saint-Étienne. Gérard Collomb, bonjour. Il y a une actualité qui domine actuellement dans la Loire, c'est l'A45, l'autoroute qui pourrait relier un jour Saint-Étienne à Lyon, à condition de trouver les financements nécessaires. Sur une facture totale de 1,2 milliard d'euros, on sait que Saint-Étienne Métropole et le Conseil général de la Loire doivent trouver 422 millions d'euros. L'État mettra sur la table le même montant. La région Rhône-Alpes, sous Jean-Jacques Queyranne, en tout cas, ne participera pas. Quid de la métropole de Lyon ? N'est-elle pas par la force des choses aussi concernée par cette réalisation ? Et avez-vous toujours une vision lyonnaise de ce dossier ? Nous n'avons jamais eu une vision lyonnaise de ce dossier. Il faut effectivement permettre qu'entre Lyon et Saint-Étienne, il y ait la meilleure mobilité possible. Ceci étant, comme vous l'avez indiqué, c'est 422 millions d'euros qui devraient être trouvés par la puissance publique. Moi, je viens sur la métropole du fait des baisses des dotations. De baisser l'investissement public. Moi, je perds en matière de dotation sur 6 ans 1 milliard d'euros. Donc, évidemment que l'on a déjà du souci à boucler nos budgets sans que l'on participe autour de table, qui me semble d'ailleurs impossible, pour réaliser une autoroute en concession avec un groupe routier autoroutier qui permettent de créer cette A45. Alors, on passe maintenant à la question de Pierre Morer de Radio Dreckland sur les marques régionales. Visiblement, Lyon inspire. Bonjour Monsieur Collomb. Le monde économique alsacien dispose depuis plus de 2 ans maintenant d'une marque territoriale, Imagine Alsace, développée en s'inspirant d'autres de ces marques existantes et en particulier celle de Lyon,
Only-Lyon. Marque qui, je le rappelle, permet de mieux identifier la région et qui ambitionne aussi d'attirer davantage d'entreprises, y compris à l'international. Alors ma question, à l'heure où la réforme territoriale inquiète, surtout dans les milieux économiques, est-ce que le développement de ces marques est-il aujourd'hui un impératif pour les collectivités? Et que vous a-t-elle apporté cette marque Only-Lyon en région lyonnaise? Il est évident aujourd'hui qu'il faut se singulariser dans les grandes villes. Parce qu'on voit bien que lorsque une entreprise des États-Unis, du Japon ou de Chine veut venir en Europe, elle choisit entre 3 ou 4 grandes villes. Et il faut donc que les villes puissent avoir une image pour attirer des investisseurs extérieurs. C'est en même temps une façon de faire en sorte que les touristes viennent chez vous. Vous voyez, par exemple, depuis que nous avons développé Only-Lyon, avec évidemment au-delà de la marque, ce qui va derrière, nous avons été par exemple pour le tourisme, classé comme première destination touristique en Europe pour le tourisme urbain de week-end. Ça, c'est quelque chose de fort parce que cela représente derrière 30 000 emplois à la clé. Alors, pour finir, une question plus personnelle posée par Paul Satis de la radio Lyon Première. Bonjour Gérard Collomb, on se croise parfois de temps en temps. Alors si je fais le calcul, vous êtes le maire de la 3e ville de France, Lyon, vous êtes le président de la 2e agglomération de France, la métropole lyonnaise, vous êtes sénateur du Rhône, vous êtes le président du Citral qui gère les TCL, le second réseau des transports en commun en France, et j'en oublie certainement un petit peu. Est-ce que 24 heures par jour vous suffisent pour gérer tout ça ? Écoutez, je pense qu'un certain nombre de choses sont complémentaires. Maire de Lyon et président de la métropole, cela me semble évident. Sénateur, on pourrait s'interroger. Mais ce que je vois, c'est que si je n'avais pas été sénateur, la métropole de Lyon ne se serait jamais construite parce qu'on n'aurait pas eu la capacité de porter au niveau national ce grand projet. Alors je pense que cumuler les mandats quelque part à la fois au niveau local et au niveau national, ça permet de porter une certaine image de ce qu'est la réalité dans nos territoires et de ne pas en avoir une vision qui soit trop déformée et, si je puis me permettre ici, trop parisienne. Et justement, mais le cumul des mandats sera bientôt très limité, voire interdit. Quel sera votre choix ? Écoutez, on verra lorsque nous aurons à choisir. Pour le moment, comme vous l'avez vu, je suis engagé dans une action que j'entends mener jusqu'en 2017. En tout cas, plutôt à Lyon, donc. Plutôt à Lyon. Oui, on verra ce qu'il en sera en 2017, puisque c'est l'époque du choix. Et donc, on verra bien où on sera de la situation. En tout cas, pour le moment, vous voyez, par exemple, au Sénat, nous allons avoir la discussion de la loi NOTRe sur les régions. Oui. C'est important qu'on puisse faire valoir le point de vue des métropoles. D'accord, donc défenseur du cumul des mandats. Je sais que ce n'est pas bien porté, mais on verra après, lorsque la réforme sera effectuée, si effectivement on a une meilleure façon de faire les lois ou si au contraire on continuera dans un certain nombre de dérives actuelles. D'accord, merci d'avoir été l'invité du rendez-vous des Indes Radio, Métro News et LCI. Au revoir.